Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo portant sur le chapitre 1 du génie nucléaire. Alors dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre en quoi le nucléaire est pluridisciplinaire, multiphysique et multi-échelle. Déjà, le nucléaire, c'est bien connu, ça a la forme en général d'une centrale sur la voie publique. Donc au cours de cette vidéo, j'ai choisi en fait d'utiliser la centrale du Tricastin pour illustrer mes propos. Donc la centrale du Tricastin, quand on passe par l'autoroute A7 au sud de Montélimar, on peut apercevoir d'immenses bâtiments en béton de presque 60 mètres de haut qui constituent les bâtiments réacteurs de cette centrale nucléaire. On peut voir aussi les tours qui appartiennent à l'usine Eurodif d'Orano. Donc une CNPE, c'est déjà un génie civil imposant qui contient en son sein un système thermohydraulique. Donc une chaudière, c'est une grosse chaudière. En son sein, ce qui produit la chaleur, c'est des assemblages combustibles où se déroule tout un tas de réactions en chaîne au point de vue nucléaire. Donc là, on comprend déjà qu'il y a plusieurs types d'échelles. L'échelle macro, avec un système thermohydraulique, un système de génie civil, et des réactions nucléaires qui se font à l'échelle microscopique qui se déroulent. Et en fait, on va voir que de nombreux effets vont interagir entre l'échelle macro et l'échelle micro. Et ça, c'est vraiment une caractéristique des centrales nucléaires, d'avoir ces deux échelles réunies au même endroit. Donc une centrale nucléaire, c'est d'abord une usine qui s'inscrit dans un territoire. Là, on voit une vue éloignée en fait de la centrale nucléaire du Tricastin. Et on peut voir que elle s'inscrit au bord d'une rivière, enfin d'un fleuve, le Rhône, pleinement dans un territoire qui n'est pas urbain, hein, c'est un territoire rural. Euh, Néanmoins, une zone industrielle va se développer autour de cette centrale, avec les deux principales compartiments de cette zone nucléaire, qui est la centrale elle-même et l'usine d'enrichissement d'Orano, avec les tours d'Eurodif qui sont en cours de démantèlement. Donc une centrale nucléaire, c'est avant tout, c'est un pôle en fait, un pôle industriel éloigné des villes, hein, pour de bonnes raisons, qui a clairement un impact écologique, social et économique sur le territoire sur lequel il se situe. La centrale nucléaire fait appel de façon intense aux techniques de la mécanique des structures et du génie civil. En effet, hein, la composante thermohydraulique dans un centrale nucléaire, la chaudière nucléaire, là où se déroulent les réactions nucléaires, se doit d'être protégée face aux agressions extérieures. Et donc c'est pour ça que, que le besoin de génie civil est très important, puisqu'il faut, pour être protégé vis-à-vis des agressions extérieures, disposer d'enceintes particulièrement résistantes. Donc sur les machettes, en fait, on voit par exemple une double coque qui est utilisée dans les centrales nucléaires de nouvelle génération, les EPR et même de mémoire les paliers précédents, 1450 MW. Donc cette double centrale vise à l'isolation en fait, du monde extérieur du réacteur, au confinement et à la protection des agressions civiles qui peuvent monter jusqu'à la chute d'un avion. Ce bâtiment réacteur, en fait, il est construit très durement. Hein. Sur l'image 8, on le voit. C'est du béton très armé, précontraint. Mais on a aussi des agressions qui vont être naturelles. On doit se protéger face aux agressions naturelles, notamment via l'utilisation de dispositifs antisismiques. Donc sur l'image de droite, et ça c'est les cas par exemple de la centrale de Cruas, en fait le radier en béton qui vient soutenir la centrale est construit sur des ressorts. En fait il y a un double radier et entre les deux il y a des ressorts. Et ça permet que s'il y a un séisme, tout le radier de la centrale bouge dans la même direction et qu'il n'y ait pas en fait qu'il ait pas de contrainte de cisaillement dans les matériaux en béton. La centrale nucléaire, c'est donc un système thermohydraulique et thermoaérolique. Donc la chaleur est en fait produite
via la transformation de l'énergie nucléaire en énergie thermique. Il est transporté par l'eau. Elle est transportée par l'eau jusqu'à un générateur de vapeur. Donc là, elle est transportée par l'eau dans le circuit primaire jusqu'à un générateur de vapeur. Le générateur de vapeur, d'où son nom, produit de la chaleur. Et cette chaleur passe par ce qui s'appelle le circuit secondaire. Le circuit secondaire arrive jusqu'à la turbine, où cette vapeur d'eau est détendue, ce qui permet de faire tourner les obs de la turbine et ainsi produire via un alternateur de l'électricité. Cette électricité est ensuite envoyée sur le réseau électrique national et la vapeur est récupérée dans la suite du circuit secondaire où elle est condensée, puis renvoyée de nouveau dans le générateur de vapeur. Il y a un troisième circuit qui sert en fait à la condensation de la vapeur. C'est ce qu'on appelle le circuit tertiaire. Et c'est là en fait où la centrale nucléaire a un impact important sur son écosystème, puisqu'elle puise de l'eau de la fleuve ou d'un mer, rejette de l'eau chaude, ou dans le cas d'une tour avec aéroréfrigérant, va rejeter l'eau qui permet au refroidissement en fait, du condenseur, va rejeter cette eau sous forme de nuages de vapeur dans l'atmosphère. Donc en fait, une centrale nucléaire, c'est au final une grosse chaudière, et les réactions nucléaires produisent de la chaleur qui permettent de générer de la vapeur, qui permet de faire tourner une turbine. Et comme toute centrale, comme toute chaudière, en fait, notre nucléaire suit un cycle thermohydraulique dont on aura le temps de parler, un cycle thermodynamique dont on aura le temps de parler dans les prochaines vidéos. On a le domaine de l'électrotechnique et de la production d'électricité qui rentre en jeu. Donc comme dit, on a une turbine qui fait tourner les obs, qui fait tourner, donc la vapeur fait tourner les obs de la turbine. La turbine antenne un arbre qui fait tourner un rotor, et via un stator, on peut produire de l'électricité avec une période de 50 Hz. Cette électricité est envoyée sur le réseau électrique national, et en fait, l'architecture électrique française est vraiment construite autour de cette centrale nucléaire. Donc la centrale nucléaire, elle a un impact non pas que local, mais elle a aussi un impact sur toute la France, sur l'architecture du réseau électrique. Donc là, sur l'image en bas à droite, on peut voir en fait les principales lignes à haute tension françaises. Et si on regarde bien, si on connaît la position en fait, des centrales nucléaires françaises, on voit que les centrales nucléaires, globalement, le réseau s'articule autour de ces centrales. Et là, on plonge dans le microscopique, parce qu'avant tout, le nucléaire, en fait, ce sont des réactions nucléaires qui se passent à l'échelle des atomes. Ça, on va pouvoir le voir dans la vidéo précédente, mais la notion d'atome, elle date en fait, les premières notions nous datent des Grecs, mais c'est qu'au XXe siècle où on a pu comprendre ce qu'était réellement un atome avec différents modèles, le modèle de Thomson, le modèle de Rutherford, le modèle de Bohr, et le modèle qui est utilisé jusqu'à nos jours, qui est le modèle de Schrödinger. Un atome, c'est constitué d'un nuage d'électrons entourant un noyau composé de protons et de neutrons. Excusez-moi, j'ai fait une petite faute. Et de protons. Et en fait, les noyaux, c'est vraiment ce qui constitue la matière. Chaque matériau est constitué d'atomes. Et en particulier, notre uranium, qui sert à faire la fission. Donc la fission nucléaire, la fission nucléaire et la notion de réaction en chaîne, c'est le cœur vraiment de notre centrale nucléaire. C'est de là d'où elle tire son énergie. Comment ça fonctionne brièvement? On le verra bien sûr plus en profondeur dans les prochaines vidéos. On a un neutron qui rentre en contact, qui percute en fait un noyau d'uranium. Ce noyau d'uranium devient instable et se décompose en 2 produits de fission, ou 3, mais beaucoup plus rarement. Donc là, on a un atome de krypton et en Ba141, en relâchant 3 neutrons. Et ces neutrons viennent à leur tour percuter d'autres atomes d'uranium qui viennent à leur tour fissionner et produire d'autres neutrons. Cette énergie, en fait, cette réaction produit beaucoup d'énergie, presque 200 MeV par fission. Et en fait, l'ordre de grandeur qu'il faut retenir, c'est l'énergie nucléaire. C'est 1 million de fois plus concentré que l'énergie chimique. Et donc, avec 1 gramme, grosso modo, d'uranium qui fissionne, on produit autant d'énergie qu'une tonne
que si on brûle 1 tonne de pétrole. Et en fait, ces produits de fission sont, eux, très radioactifs et viennent décroître jusqu'à arriver en fait un atome stable. Et cette radioactivité, c'est celle qui fait en général peur aux gens. C'est celle qu'il faut qu'on contrôle. Effectivement, il faut qu'on contrôle. C'est celle qui reste pendant longtemps. Hein, on attend que les combustibles nucléaires usagés peuvent rester radioactifs jusqu'à 100 000 ans. C'est vrai, jusqu'à ce que les derniers atomes aient le temps de se transformer en atomes plus stables via la radioactivité. Et donc la radioactivité, en fait, elle vise à transformer, elle est issue en fait d'un atome instable qui va chercher à rentrer dans un état stable en transformant ses protons en neutrons, par exemple, ou en transformant ses neutrons en protons, ou en expulsant des noyaux alpha. Donc elle va trouver tout un tas de moyens pour réduire son instabilité. Et cette radioactivité, elle se fait en émettant des particules, alpha, bêta, gamma, dont il faut se protéger, puisque ce sont des rayonnements qui sont ionisants ou indirectement ionisants. Ionisants et indirectement ionisants, pourquoi ? Puisqu'en fait, ces particules qui sont émises lors des phénomènes de radioactivité sont capables d'interagir avec la matière. Par exemple, les photons, là on peut le voir, on peut avoir des diffusions Rayleigh, des diffusions Compton, ionisation. Et en fait, c'est le schéma d'en bas, du bas, qui nous permet de décrire quel type de réaction on va avoir en fonction de l'énergie des photons qui seront émis. Donc on peut voir que si les photons ont une énergie plutôt faible, on va avant tout avoir des effets photoélectriques, tandis qu'un petit effet Thomson juste après. Des électrons d'énergie intermédiaire, c'est majoritairement l'effet Compton qui va dominer, via ensuite la création de paires pour des photons d'énergie élevée. Pareil pour les protons, par exemple, là on peut voir la profondeur de pénétration de photons et de protons en fonction de la profondeur de tissu. Et on peut voir que les photons ont un comportement qui est totalement différent des protons, qui sont des particules chargées, c'est-à-dire que les photons vont déposer leur énergie au début du parcours, tandis que les protons vont déposer leur énergie en fin de parcours. Et plus le proton sera en général énergétique, plus le pic de dépôt d'énergie sera important. Et en fait, la majorité de ces réactions d'interaction rayonnement-matière, on va voir qu'elles se font au milieu en fait de notre combustible, qui est sous forme de pastilles. Les boucles de rétroaction, c'est en fait ce qui permet de faire le lien entre le micro et le macroscopique. Comment ça fonctionne en fait brièvement, on va rentrer beaucoup plus dans les détails dans les prochaines vidéos. Donc imaginons que notre puissance augmente, la puissance de notre réacteur augmente, ça signifie en fait qu'on a plus de réactions nucléaires. Donc plus de réactions nucléaires signifie plus de puissance. Plus de puissance signifie que la température de l'eau va augmenter. Si la température de l'eau augmente, ça veut dire que la masse volumique, que l'eau va se dilater, et donc que la masse volumique va diminuer. Et en fait, on va voir que si la masse volumique de l'eau diminue, en fait, le nombre de réactions nucléaires va aussi diminuer, et donc que la puissance va diminuer. Ça, on va le voir, ça va être aussi le cas avec l'effet Doppler, la notion d'autoprotection. Et en fait, ça veut dire qu'il y a une sorte d'autorégulation de la réaction nucléaire. Et ça montre directement le lien entre le micro et le macro. Donc avec une dilatation de l'eau, on va voir qu'il y aura moins de réactions nucléaires. Et donc la dilatation de l'eau, qui est quelque chose de macroscopique, cause des effets microscopiques du fait qu'il y aura moins de réactions nucléaires. Et donc pour le bilan, donc on a vu qu'une usine, une usine inscrite qui est dans un territoire, avec un génie civil qui permet d'affronter les catastrophes. Quand on zoome, on voit que la centrale nucléaire elle est le siège d'intenses échanges thermo-hydrauliques dans le réacteur et dans le circuit secondaire, circuit primaire, mais aussi thermo-aérolique avec son extérieur, dans le cas où il y a des tours aéro-réfrigérantes. Les centrales nucléaires aussi possèdent les plus grandes turbines qui permettent la production d'électricité. Et à l'échelle microscopique, au cœur du réacteur, on a des réactions nucléaires complexes avec l'interaction rayonnement-matière
et des contre-réactions qui viennent en jeu, qui permettent de faire le lien entre le microscopique et le macroscopique. En conclusion, on peut dire que le génie nucléaire, c'est un domaine de l'énergie qui est clairement multidisciplinaire, multi-échelle, qui fait appel à beaucoup de physiques différentes. Et c'est là toute la difficulté en fait à comprendre le génie nucléaire, parce qu'il faut avoir des connaissances dans chacune des domaines. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. C'est à la fois d'avoir des connaissances historiques, économiques, mais aussi de comprendre plus en profondeur les différents types de mécanismes qui peuvent exister au sein d'une centrale nucléaire. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour la prochaine vidéo qui portera sur la composition d'un atome.